avec un grand retard. Je pense que j'ai moins de lumière dans les yeux. Si on me voit, c'est bien. Si on me voit, c'est bien. Ok, bonjour à tout le monde. Avec un grand retard, on va commencer ce live. Qui m'a écrit? Bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Bonjour Lydie Conan, bonjour. Plaisir de retrouver tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. Voilà, donc on va dire ce soir. Live habituel pour les samedis à 14 h. Mais pour contretemps, donc j'ai pas eu le temps de pouvoir le faire à 17 h comme je l'avais annoncé. J'ai repoussé jusqu'à 19 h et là je viens de commencer. Il est 19 h 30. Je m'excuse pour ce retard. Volontaire de ma bonne volonté, de ma bonne foi. J'attendais Johnny, bonsoir, Kone Ismo, bonsoir. Je suis très contente de retrouver tout le monde, de vous voir enfin pour ces quelques jours de convalescence. Donc je continue quand même ma convalescence, mais bon, c'est pas grave. Donc je suis très contente de vous voir là aujourd'hui. Merci à tout le monde d'être là. On va pas tarder à commencer et pour vous expliquer quand même les quelques raisons de mon retard. Que j'avais pas prévu, les quelques raisons, parce que j'attendais une adresse mail, une adresse électronique. Silla, bonsoir, j'attendais une adresse électronique que j'ai pas eu à temps, donc j'ai pas pu lancer le projet que je devais lancer, et je vous expliquerai tout ça. Voilà, donc voilà, je vous expliquerai tout ceci. C'est parfait. Le temps de patienter en musique. Dosso, bonsoir, merci. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci à tous. Et on va commencer. Merci de me suivre. Merci d'être là. Merci d'être présent. Je suis contente de vous retrouver. Comme je l'ai dit, j'ai été absente effectivement quelques jours parce que j'étais convalescente. Mais ça commence à aller mieux. J'ai essayé de me reposer, même si parfois j'ai essayé de faire des bouts de live, mais j'essaie de me reposer. Et voilà, je reviens. On va parler ce matin de notre pays, la Côte d'Ivoire, et essayer de faire des propositions, essayer de faire avancer les idées, essayer de parler, de nous adresser à nos autorités. Je pense qu'il est plus que jamais urgent et il est important en tant que citoyen, cette majorité silencieuse, de nous adresser à nos autorités et de leur faire des propositions concrètes. Comment nous pouvons participer à la cohésion sociale dans notre pays? Comment nous pouvons participer à la construction de la paix, une paix durable? Comment nous pouvons participer à la réconciliation qui est d'actualité et qui est plus que jamais urgent? Il est urgent de construire, de bâtir cette réconciliation et il est urgent de construire cette paix pour les générations futures. Donc, on va aborder ces sujets-là. Et avec vous, je voulais m'entretenir effectivement sur ces problèmes de société qui concernent notre pays, la Côte d'Ivoire. J'ai eu un retard parce que j'attendais... D'abord, je vous annonce après, je n'ai pas eu le temps de mettre en ligne cette pétition que j'ai travaillée pendant 10 jours, une pétition qui est travaillée pendant 10 jours, donc pendant quand même la période de convalescence, comme je l'ai dit, nous allons essayer de faire avancer nos idées, les idées des citoyens, nous allons essayer de faire avancer notre cause, la cause commune qui est la paix dans notre pays. Nous allons essayer de faire avancer cette cause commune qui est la réconciliation pour tous les Ivoiriens et pour tous les amoureux de la Côte d'Ivoire. Nous allons essayer de faire avancer une vraie cause sociale et non un personnage politique, une vraie cause sociale. Et dans ce sens, dans cette démarche pacifique, dans cette démarche intelligente de faire avancer les choses, afin que le chef de l'État, le président de la République, le président Alassane Ouattara, puisse prendre connaissance des difficultés que traverse notre pays réellement, puisse avoir connaissance des éléments
des difficultés que traversent les régions de Côte d'Ivoire. Donc, j'ai essayé de travailler pendant 10 jours cette pétition que je vais mettre en ligne quand je finis de faire le live, qui sera en ligne ici avant minuit, j'espère, ou plus tard demain matin. Malheureusement, comme je l'ai dit, j'ai essayé, j'attendais Karim Doumbia, bonsoir. Donc, j'attendais effectivement une adresse mail du chef du cabinet, ou en tout cas une adresse mail de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, pour pouvoir adresser cette pétition à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, afin que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, puisse prendre connaissance de la revendication, prendre connaissance de la demande urgente, de la demande citoyenne, de cette réforme que nous demandons, une réforme sociale pour les pauvres dans notre pays, une vraie réforme sociale pour les jeunes, pour la jeunesse ivoirienne, une réforme sociale pour les personnes handicapées, une réforme sociale pour les personnes qui soient handicapées, qui ont invalides, qui ont des difficultés, soit par la maladie, soit par le handicap de façon naturelle. Le prince Hakim, bonsoir. Et malheureusement, je n'ai pas eu le retour que j'attendais, donc je ne pourrais pas trop, ce soir, je ne pourrais pas trop hurler, trop crier, effectivement, pour ne pas me faire trop de douleur. Donc, j'attendais effectivement que je puisse avoir cette adresse mail électronique, une adresse électronique, je dis électronique, pour pouvoir transmettre une pétition. La pétition sera sur change.org. Donc, la pétition sera sur change.org pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir cette pétition par mail. Veuillez me transmettre votre adresse mail par Messenger, c'est-à-dire soit sur cette page Idée de paix ou sur ma page Naounou Gouza, qui est ma page personnelle Naounou Gouza, par Messenger. Et envoyez-moi par message votre adresse mail et je vous transférerai cette pétition par mail, ce qui va vous permettre aussi de la transmettre à vos amis, à votre connaissance, à votre répertoire, où vous irez sur change.org, vous cliquez sur le lien copier-coller et vous pouvez envoyer cette pétition à toutes les personnes parce qu'il est temps, il est urgent, c'est maintenant que nous devons agir, que nous devons peser de façon citoyenne sur nos autorités afin de les aider. Je dis bien afin d'aider nos autorités à prendre en compte les difficultés réelles de la société, de notre société, la société ivoirienne. Donc j'attendais l'adresse électronique que je n'ai pas eue. Alors pour la petite anecdote, j'espère, elle est très sympathique la dame que j'ai eue au téléphone. Si elle me regarde, ce n'est pas de façon méchante, mais juste expliquer quand même le contexte. J'ai appelé effectivement la présidence de la République de Côte d'Ivoire pour pouvoir avoir une adresse électronique, une pétition qu'on adresse au chef de l'État. Donc, on va adresser cette pétition à toutes les institutions ivoiriennes. On va l'adresser à tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. On va l'adresser à tous les chefs d'institutions de notre pays, afin qu'ils prennent connaissance que les citoyens que nous sommes, la majorité silencieuse que nous sommes, aujourd'hui, nous voulons faire avancer des vraies causes, les causes sociales, et que nous ne voulons pas être ces marginaux passionnés de partis politiques. Jean-Paul Bongouin, super, merci pour votre adresse électronique dont je vais noter. Et nous ne voulons pas être ces manchins, comme le disait De Gaulle, ces manchins qui vont vous suivre tout le temps sans faire avancer les vraies causes sociales, sans faire avancer des idées. Et donc aujourd'hui, en tant que majorité silencieuse et citoyens ivoiriens, c'est à nous de prendre notre responsabilité pour aider nos autorités à prendre en compte les vrais problèmes des sociétés. Nous ne pouvons pas les applaudir tout le temps, jouer les partisans fanatiques et ne rien faire avancer. Ça fait 30 ans que ça dure, que rien ne bouge dans notre société, que rien n'avance dans la société ivoirienne et que de jour en jour, c'est de pire en pire. La pauvreté augmente, elle s'accroît et la pauvreté augmente et que la jeunesse de notre pays, l'avenir de la Côte d'Ivoire, l'avenir de demain, fuit la misère pour pouvoir se retrouver comme des esclaves dans les pays du Sahel, comme des cadavres dans l'océan. Et ce n'est plus possible, ce n'est plus tolérable. Donc c'est à nous, en tant que citoyens, vraiment de se mobiliser de façon intelligente pour signer cette pétition, signer, et que le chef de l'État puisse prendre connaissance que les Ivoiriens ont envie de faire avancer les choses, ont envie de participer à la paix dans leur pays, ont envie de participer à la réconciliation nationale, ont envie de construire cette paix
pour l'avenir de demain. Et nous pouvons faire changer les choses autrement. Donc malheureusement, j'ai appelé la présidence de la République de Côte d'Ivoire pour les personnes qui m'écoutent, qui sont capables de me transmettre l'adresse électronique de la présidente de la République. Je serais très ravi de la voir. Sinon, malheureusement, si on n'a pas l'adresse électronique, ce serait dommage, mais ce n'est pas bien grave. On adressera la pétition à toutes les autres institutions et même au niveau de l'Europe et de la France, on adressera afin que les choses puissent vraiment bouger, puissent avancer en Côte d'Ivoire. Donc quand j'ai appelé la présidente de la République de la Côte d'Ivoire, j'ai une dame au téléphone qui est très sympathique, madame, si vous me regardez, je suis vraiment désolée, mais elle est très sympathique, elle est très sympathique, elle est gentille. Mais malheureusement, j'ai été surprise quand je lui ai dit, oui, je souhaiterais avoir une adresse électronique de la présidence pour pouvoir transmettre quelques documents, quelques demandes. Elle m'a dit, de façon sympathique, mais dommage. Elle m'a dit, ah, mais il n'y a pas d'adresse électronique à la présidence. Si vous avez quelqu'un en Côte d'Ivoire, vous pouvez faire un courrier à donner à cette personne qu'elle puisse envoyer ça à la présidence pour mettre dans une boîte, dans la boîte aux lettres, dans la boîte au courrier, service au courrier. Vous voyez, au téléphone, elle ne me voyait pas, mais j'étais très surprise d'entendre que les institutions de notre pays, il n'y a pas une adresse électronique pour pouvoir transmettre même des demandes, simplement pour faire remonter les informations. Et il y a un problème. Faire remonter simplement l'information, il n'y a pas une adresse électronique. C'est-à-dire que le président de la République, il est coupé de tout. Il ne sait pas ce qui se passe dans son pays. Il est coupé de tout. Il y a des barricages. Il ne peut même pas avoir accès à l'information. L'information ne peut pas remonter au chef de l'État. Mais c'est très grave. C'est très grave pour notre jeune nation. C'est grave. Ça veut dire le président, il prend en compte que ce que ses conseillers et ses collaborateurs lui apportent comme information. Que ça soit vrai, que ces informations soient fausses, que ça soit piraté, que ça soit déguisé, pour ne pas que le chef de l'État ait connaissance de la réalité du terrain, il n'a pas d'autre moyen d'avoir une information. Moi, j'ai trouvé ça grave. J'ai trouvé ça très grave. Je pense que ce n'est pas la faute de cette dame que j'ai eu au téléphone, au passage, je lui dis bonjour au passage, et que je lui fais un coucou de Paris, je l'embrasse très fort au niveau d'Abidjan. Ce n'est pas de sa faute. Soit ce sont des consignes, soit effectivement, il n'y a pas une adresse électronique. Quand vous allez sur Google, que vous cherchez une adresse électronique de la présidente de la Côte d'Ivoire, il n'y a absolument rien. C'est-à-dire, il n'y a rien. Déjà, il y a un problème fondamental. Il y a un problème, c'est dommage, il y a un problème fondamental. Donc, c'est ce qui a fait que je n'ai pas eu le temps de faire le live comme promis à 17h, parce que je voulais mettre en ligne cette pétition avant de commencer le live, mais malheureusement, je suis passée par d'autres moyens. Il faut passer par des gens pour savoir s'il y a une adresse électronique ou pas. C'est-à-dire, c'est un business de corruption. Et ça, c'est dommage. C'est dommage pour notre pays. On ne peut pas passer par 1000 personnes pour avoir une adresse électronique simple. Et ça, c'est très grave. C'est une adresse électronique. À chaque institution, chaque ministère, il doit avoir une adresse électronique. Vraiment. Ça, c'est le minimum. C'est-à-dire, le minimum, c'est ça. Un minimum. C'est comme un président sans téléphone. Expliquez-moi, je ne sais pas comment on va l'appeler, comment il a l'information. Donc, il y a un problème. Ça, c'est le minimum. Une adresse électronique, c'est le minimum. Pour tous les ministères et pour toutes les institutions. Il doit avoir une adresse électronique où le contribuable, le citoyen, peut envoyer des informations, des demandes. Ça, c'est un strict minimum. Donc, je vais passer ce passage pour qu'on puisse continuer ensemble notre entretien de ce samedi soir. Voilà, on va dire ce samedi soir, notre entretien de samedi soir. J'ai mes amis comme vous et moi, je continue et que je le dis. Notre pays, la Côte d'Ivoire, vient de très loin. Notre pays, la Côte d'Ivoire, vient de très très loin. La Côte d'Ivoire se trouve, c'est comme aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est comme un cycliste sur une crête. Une crête, c'est une pente. C'est une pente. Donc la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est comme un cycliste sur une pente. Le cycliste qui est sur la pente, qui est en train de monter la pente, il a pour obligation de pédaler plus fort pour monter la crête, donc c'est-à-dire la pente. Pédaler plus fort pour monter la pente. S'il ne pédale pas bien, il ne pédale pas fort, il va faire une chute en arrière. Donc, pour
imaginez un peu la situation sociale de notre pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est sur une crête, comme un cycliste sur une crête. S'il ne pédale pas bien, s'il ne pédale pas fort, s'il ne prend pas son courage pour faire avancer les choses, ce cycliste, cette Côte d'Ivoire, va chuter en arrière. Et ça va être chaotique pour notre pays, ça va être désastreux pour la Côte d'Ivoire, ça va être malheureux pour les Ivoiriens et ça va être triste pour les générations à venir. C'est pour ça que j'ai jugé, j'ai estimé nécessaire, urgent et important de faire cette pétition pour alerter le chef de l'État, pour lui dire, Monsieur le Président de la République, ça ne va pas, Monsieur le Président, ça ne va pas. Monsieur le Président de la République, vous avez fait de la réconciliation votre priorité dès votre arrivée au pouvoir en 2011. Vous avez fait de la réconciliation nationale, la réconciliation des Ivoiriens votre priorité. Monsieur le Président, ça ne va pas dans notre pays. La réconciliation n'est pas là. La paix sociale n'est pas là. La cohésion n'est pas là. La Côte d'Ivoire vient de très, très, très loin. La Côte d'Ivoire vient de très loin. Notre pays vient de loin. Avant, en Côte d'Ivoire, on ne parlait pas de nordistes, ni de sudistes, ni de chrétiens, ni de musulmans. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est divisée. Les familles sont divisées. Les étudiants sont divisés. L'armée est divisée. Les citoyens sont divisés. Les étudiants sont divisés. Même nos mères au marché sont divisées. Ça, Monsieur le Président, ça ne va pas. La réconciliation, qui était votre priorité, n'est pas là. Ça ne va pas. Ça ne va pas dans notre pays. Tout le monde est divisé. Le Nord ne parle plus à l'Ouest. L'Ouest ne parle plus au Sud. Notre pays, la Côte d'Ivoire, nous avons pour devoir de nous rassembler autour des vraies réformes de société pour construire cette paix dont notre pays a besoin. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président Alassane Ouattara, ça ne va pas. Nous sommes des citoyens ivoiriens. Nous ne sommes pas des militants du parti politique. Nous voulons contribuer à construire cette paix dans notre pays. Nous voulons contribuer à construire cette réconciliation, à bâtir la réconciliation, à bâtir la cohésion sociale. Mais pour cela, Monsieur le Président, c'est bien d'écouter vos conseillers, vos ministres et vos collaborateurs. Mais c'est important d'écouter le citoyen, les citoyens que nous sommes. C'est important d'écouter les citoyens que nous sommes. C'est important d'écouter les citoyens que nous sommes. Nous sommes capables. Et je suis sûr, la plus grande majorité des Ivoiriens aspirent, ont la volonté de construire cette paix. La plus grande majorité des Ivoiriens ont la volonté de construire cette paix. Ils en ont marre. Ils sont fatigués de la guerre. Ils sont fatigués de cette tension, de cette division au sein de la société. Ils ont envie de construire cette paix. Mais pour cela, Monsieur le Président, nous sommes des citoyens. Et vous devez compter sur les citoyens pour faire avancer les choses. Vous devez écouter de temps en temps nos citoyens pour faire avancer les choses. Nous pouvons faire avancer les choses. Nous avons des idées. Nous avons des propositions. Écoutez-nous, Monsieur le Président. Notre pays, la Côte d'Ivoire, dans les années 80, le taux de pauvreté était à 10%. Dans les années 80, le taux de pauvreté était à 10%. Ce taux de pauvreté a augmenté entre les années 85-90. Le taux s'est multiplié par 3. C'est-à-dire de 10% dans les années 80, on est passé à 30%, 31%. Aujourd'hui, le taux de pauvreté est passé à 46%. Le taux de pauvreté est passé à 46%. C'est catastrophique. C'est grave. Ça ne va pas. Ça ne va pas.
Ça ne va pas. C'est grave. Ça ne va pas. Pour cela, il faut des vraies réformes de société. Des réformes solidaires. Une vraie volonté. Pour réussir l'émergence 2020. Pour réussir l'émergence de notre pays. Il faut des vraies réformes pour réparer les inégalités. L'écart entre les riches, une élite, une classe, une élite de 5% de la population. L'écart entre cette élite et la majorité du peuple est très large. L'écart se creuse. C'est-à-dire que les pauvres vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les pauvres vivent en dessous du seuil de pauvreté. De plus en plus de familles n'arrivent pas à se nourrir. Ils ont des difficultés pour avoir un repas par jour. Et même ce un repas par jour, c'est que du riz blanc. C'est très fréquent chez les jeunes Ivoiriens, chez les étudiants. Les familles, même les chefs de famille n'arrivent pas. Ils décrient, et ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Banque mondiale qui le dit. La Banque mondiale explique que le taux de pauvreté, contrairement au PIB de la Côte d'Ivoire, est très élevé. Et ce n'est pas normal. Parce qu'il y a des inégalités dans ce pays. Parce qu'il y a une classe qui est très riche, qui a plus de la moitié de la richesse en main et qui la conserve. Pendant que le reste de la population crève de faim et compte sur Dieu pour lui donner à manger. Monsieur le Président, Dieu ne donne pas à manger. Monsieur le Président, Dieu ne donne pas le riz. Monsieur le Président, Dieu ne donne pas le poisson. Qui va aider ces pauvres? Il n'y a que vous, Monsieur le Président, pour mener ces vraies réformes. Ce n'est pas moi qui le dis. 70% de la famille ivoirienne, des Ivoiriens, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a une institution en Côte d'Ivoire, qui est une institution économique, qui fait les statistiques. Une institution économique qui fait les statistiques, qui explique, qui est en Côte d'Ivoire, qui s'appelle, qui est en Côte d'Ivoire, CAPEC, qui explique que 70% des familles ivoiriennes n'arrivent pas à se nourrir, n'arrivent pas à se soigner, n'arrivent pas à se loger. Ils n'arrivent pas à se loger. Ils n'arrivent pas à se nourrir. Oui, le CAPEC. CAPEC est une institution d'analyse politique économique ivoirienne qui, dans son rapport, dit que 70% des Ivoiriens n'arrivent pas à se soigner, à se nourrir et à se loger. Notre pays, la Côte d'Ivoire, selon la Banque mondiale, qui classe la Côte d'Ivoire 172e sur 180 pays de pauvreté. Notre pays, la Côte d'Ivoire. Où, dans les années 90, 10% de la population était riche. 10%, il n'y avait que 10% de la population qui était pauvre, pardonnez-moi. Mais aujourd'hui, on est à 46%. Et on est classé 172e sur 180 pays. 88 pays de taux de pauvreté. Alors que notre pays a toute la richesse. Notre pays est capable. On a toute la richesse. Notre pays est riche dans la sous-région. Un pays qui est riche, qui n'arrive pas à satisfaire les besoins de sa population. Qu'est-ce qui ne va pas dans le pays? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi la réconciliation, qui était votre priorité, Monsieur le Président, pourquoi la réconciliation ne marche pas? Pourquoi la paix n'est pas encore là? Pourquoi les Ivoiriens ne sont pas réconciliés? Pourquoi la cohésion sociale n'est pas, elle est très faible? Pourquoi la paix s'est affaiblie? La Côte d'Ivoire, qui était le pays prospère en Afrique, qui était l'espérance en Afrique aujourd'hui, est devenue le désespoir des Ivoiriens. Parce que les inégalités se creusent. Parce qu'il y a trop d'inégalités. Il y a trop d'inégalités. On continue de donner et d'augmenter le salaire
de ceux qui sont aisés. On continue d'augmenter le salaire de ceux qui sont aisés par rapport à ceux qui sont pauvres. Mon frère Zasso, bonsoir, bonsoir à toi. Bonsoir frère, merci d'être là. Les inégalités se creusent. On continue d'enrichir les aisés, les plus aisés, au détriment des pauvres. On continue d'enrichir les plus aisés au détriment des pauvres. Je vais vous donner des exemples simples pour qu'on soit beaucoup plus clair et plus précis. Prenons le président de la République, le président Alassane Ouattara, quand il est venu au pouvoir, il a eu un projet de faire des logements sociaux. Moi, je vais vous expliquer. Et dans cette pétition et dans cette lettre, avec la lettre qui accompagne la pétition adressée au président de la République, tout ceci est expliqué dans la lettre. Quand le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir, dans son projet de gouvernement, dans son projet de société, il a promis faire des logements sociaux pour les Ivoiriens. Pour les classes, les classes moyennes. Il a promis faire des logements sociaux pour les classes moyennes pour permettre à tous les Ivoiriens qui n'ont pas assez de revenus de pouvoir se loger dignement. De pouvoir se loger dignement. Ces logements sociaux ont été, je le dis clairement, ces logements sociaux ont été détournés. Ces logements sociaux ont été détournés. Et je sais de quoi je dis. Je sais de quoi je parle. Ces logements sociaux ont été détournés. Moi-même, j'ai été à l'hôtel Pullman pendant le forum où il y a eu les stands sur ces logements sociaux pour comprendre le fonctionnement, comment ces logements sociaux sont attribués, quelles sont les modalités d'attribution de ces logements sociaux. Ces logements sociaux sont des fonds que le président de la République a donnés à des promoteurs immobiliers qui ont construit des logements sociaux. Mais il s'est trouvé très rapidement que ces logements sociaux, normalement, qui devaient être à 5 millions de francs CFA, parce qu'on dit logements sociaux, ça veut dire pour les pauvres, les cas sociaux. Logements sociaux, c'est pour les pauvres, les cas sociaux. Ici, c'est ça les logements sociaux. Donc, ces logements sociaux qui devaient être attribués à des classes moyennes pour leur permettre de se loger dignement. Quand vous regardez Abidjan dans les bidonvilles, les Ivoiriens dorment dans des maisons en bois, démunies, mais dégueulasses, sales, dans des bidonvilles, dans des boues. Tout ceci ne favorise pas la santé. Non seulement la santé mentale, et la santé elle-même de nos concitoyens. Donc le président de la République a eu ce projet de faire des logements sociaux. Malheureusement, ces logements sociaux ont été détournés. Pourquoi? Je reviens toujours à la loi et aux réformes. Dans un pays, quand on ne fait pas les vraies réformes sociales, et que ces réformes ne sont pas annoncées à la télévision, et que ce n'est pas des lois, et les critères ne sont pas expliqués, établis, la corruption s'encapare de ces projets au détriment des pauvres. C'est ce qui s'est passé avec ces logements sociaux. Combien d'Ivoiriens ont bénéficié réellement de ces logements sociaux? Donnez-nous la liste des Ivoiriens qui ont bénéficié des logements sociaux. Ces logements sociaux ont été confiés à des promoteurs immobiliers. À hauteur de 5 millions pour pouvoir acquérir ces logements sociaux. Mais combien d'Ivoiriens, combien de familles ivoiriennes ont eu information de ces logements sociaux et ont eu connaissance des modalités d'attribution de ces logements sociaux? Tout le problème, il est là. C'est pour ça que je dis, le diable est dans les détails. Tout le problème de nos États, de la Côte d'Ivoire, des pays africains en général, se trouve. Parce qu'on n'est pas capable d'expliquer, d'éduquer, d'expliquer aux gens pour leur dire, les logements sociaux sont là. Sibi, bonjour. Les logements sociaux sont attribués. Voilà les critères d'attribution. Ça doit passer à la télévision, sensibiliser les populations au niveau des mairies. Dire à la population, dans chaque mairie de Côte d'Ivoire, il y a des documents à remplir. Allez-y, retirer les documents dans chaque mairie de Côte d'Ivoire. Les remplir
pour pouvoir avoir accès à ces logements sociaux. Ça n'a pas été expliqué ainsi. On s'est retrouvé avec des personnes, des associations. Moi, je vais vous dire, il y a eu des associations en France ici, avant même la construction de ces logements sociaux, qui ont déjà donné pour 100 maisons. C'est-à-dire les associations en France. J'étais au forum à l'hôtel Pullman Montparnasse. J'y étais. Et je sais, j'ai vu. Je sais ce qui s'est passé là-bas. J'étais là-bas. À l'hôtel Pullman Montparnasse. J'ai vu, j'ai parcouru les stands pour demander comment ça se passait, comment ça s'organisait. Les familles ivoiriennes sont en Côte d'Ivoire. Les familles pauvres sont en Côte d'Ivoire. Nous, en France, chaque Ivoirien vivant en France, régularisé ou pas, si tu n'as pas de moyens, tu as un minimum, c'est-à-dire tu as un revenu minimum en France. Donc la France, elle donne un revenu minimum à vos concitoyens que nous sommes ici en France. C'est-à-dire, si tu n'as pas de revenu, tu as un revenu minimum en France qui s'appelle le RSA. Ou je sais quoi, le RSA ou le RMI, ou je ne sais plus trop bien, mais je pense que ça doit être entre les deux, le RSA ou le RMI. Un revenu minimum. Chaque citoyen en France. C'est en France que ces promoteurs immobiliers viennent chercher leurs clients. Est-ce que les maisons, ces logements sociaux, le projet du président de la République, Alassane Ouattara, c'était pour que les personnes qui sont en France, qui bénéficient de l'aide sociale de l'État, doivent être les premiers à être attributeurs de ces logements sociaux. Il y a une injustice. Il y a une injustice sociale. Il y a une vraie injustice sociale. C'est-à-dire que on donne l'argent à des promoteurs immobiliers pour construire des logements sociaux. Alors donc, ce n'était pas des logements sociaux. Ce n'était pas pour les pauvres. Ce n'était pas pour les classes moyennes. Parce que les classes moyennes sont en Côte d'Ivoire. Elles ne sont pas en France. Les classes moyennes sont en Côte d'Ivoire. Elles ne sont pas en France. Elles ne sont pas en France. C'est en France que les promoteurs immobiliers viennent chercher de la clientèle. Alors, ces logements sociaux servaient à quoi? Ma question est là. Que vous pouvez vous poser. Ces logements sociaux servaient à quoi? Est-ce que c'était pour les familles pauvres de la Côte d'Ivoire ou c'était pour aider les gens de la diaspora à acquérir des logements en Afrique? Les gens de la diaspora touchent un minimum ici. Ils touchent des allocations ici en France. Ceux qui en Côte d'Ivoire ne touchent absolument rien. Ils sont pauvres, ils n'ont rien, ils n'ont personne. Donc ces logements sociaux, les premières personnes, les priorités, c'était la Côte d'Ivoire, ce n'était pas la diaspora. J'ai été surprise de savoir que ce sont les Ivoiriens de la diaspora qui ont acquéri ces logements sociaux en Côte d'Ivoire. Mais monsieur le président de la République, les pauvres de la Côte d'Ivoire qui devaient bénéficier des logements sociaux ont été oubliés, ont été lésés, ont été méprisés encore à nouveau. Au détriment de qui? Parce que les réformes sociales ne sont pas faites correctement. Parce que les réformes sociales ne sont pas passées par l'Assemblée nationale. Parce que les réformes sociales ne sont pas expliquées aux citoyens. Parce que le citoyen ivoirien ne sait même pas qu'est-ce qui est en place. Il ne sait pas ni ses droits, ni les lois. C'est ça tout le problème de notre pays. C'est pour ça la réconciliation n'avance pas dans notre pays. C'est pour ça la cohésion sociale ne marche pas dans notre pays. C'est pour ça la paix n'est pas encore effective dans notre pays. Elle n'est pas encore construite dans notre pays. Parce qu'il y a trop d'inégalités. Au niveau des logements sociaux, il y a encore des inégalités. Au niveau des logements sociaux, il y a encore des inégalités. Il y a la volonté du président de la République de faire avancer les choses. Mais à qui on confie ces projets qui ne rendent pas compte réellement? Ils viennent dire, monsieur le président, les Ivoiriens sont contents. Ils sont contents d'avoir des logements. Mais monsieur le président, les Ivoiriens pauvres n'ont pas de logements. Ils vivent dans des bidonvilles. Ils ne peuvent pas se loger. Le SMIC ivoirien, il est à 91 €. 91, 60 000 francs CFA le SMIC ivoirien. Un studio en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire dans les quartiers populaires, à Bobo et à Yopougon, c'est à 30 000 francs CFA. Alors que le maître chien
le gardien, ce qu'on appelle la sécurité, touche 35 000 francs CFA en dessous du SMIC ivoirien. Quelqu'un qui gagne 35 000 francs CFA, il va se loger dans quoi? Étant donné que le studio, déjà, il fait 30 000 francs. Ça veut dire, il va au travail pour 35 000 francs. Pour survivre, il ne peut pas se loger. Il est obligé de dormir dans des maisons en carton, pour ne pas dire en bambou. Là, aujourd'hui, ce n'est pas possible dans notre société. Ça ne fait pas avancer le dialogue social. Ça ne fait pas avancer la cohésion sociale. Ça ne fait pas avancer la réconciliation. Ça ne fait pas avancer la paix. Tous ces petits problèmes dans notre société sont les causes de la réconciliation qui ne peut pas être établie. Ça, c'est au niveau des logements, au niveau de la Côte d'Ivoire. Parlons des salaires. Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, dans les années 90, le salaire d'un député était à 500 000 francs CFA. 500 000 francs CFA, le salaire d'un député. Pour un pays, la Côte d'Ivoire, oui, on vit en Afrique, on est en CFA. 500 000 francs pour un député, oui, il gagne beaucoup plus qu'un fonctionnaire. Parce que le fonctionnaire ne gagne pas 500 000 francs CFA. Le député, son salaire est de 500 000 francs CFA. Dans les années 90. Les années 2000, avec l'arrivée au pouvoir de l'ex-président Laurent Gbagbo, de 500 000 francs, les salaires sont passés, les députés sont passés à 2 millions de francs CFA. De 500 000 francs, on augmente le salaire des députés à 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA. Tandis que le SMIC ivoirien, il est à 60 000 francs CFA. On augmente le salaire des députés à 2 millions de francs CFA. Récemment, on nous explique que les députés ivoiriens ont renégocié leur salaire. Ils ont estimé que 2 millions de francs CFA n'étaient pas suffisants. Donc eux, ils souhaitent avoir un peu plus. Aujourd'hui, les députés ivoiriens, ils ont un salaire de plus de 2 millions. Ils ont 500 000 francs de plus sur leur salaire. Comme vous et moi, mes frères, on a été très en colère. Et on est encore en colère. D'où la pétition. D'où la pétition. D'où la pétition pour que la richesse nationale soit mieux distribuée. Pour permettre à chaque citoyen ivoirien de vivre dignement. 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 Les députés, dans leurs négociations, ont augmenté leur salaire à hauteur de 500 000 francs de plus. C'est-à-dire de 2 millions, ils passent à 2 millions 600 000 francs CFA. Mais le SMIC ivoirien, il est toujours à 60 000 francs CFA. Le maître chien, le gardien, celui qui s'en fait la sécurité, le soufourourou, gagne toujours 30 000 francs CFA, 35 000 francs CFA. La jeunesse de Côte d'Ivoire n'a pas de minimum de revenus. Les étudiants de Côte d'Ivoire n'ont pas de minimum de revenus. Les familles pauvres de Côte d'Ivoire n'ont pas de minimum de revenus. Mais les députés ivoiriens, c'est-à-dire les plus aisés, augmentent leur salaire sur le dos des pauvres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter encore plus le prix des denrées alimentaires. Parce que c'est ça. Il faut trouver l'argent quelque part. Parce qu'on a augmenté leur salaire. On va augmenter encore le prix des denrées alimentaires pour financer le plus, le bonus des députés ivoiriens. Pour augmenter, Jason J. Bonsoir frère, bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Donc on va augmenter le bonus des députés ivoiriens. Je suis allé me renseigner pour savoir qu'est-ce qui s'y passe. On m'a dit, Madame Laounou, il faut laisser cette affaire. De toute façon, ça a été augmenté, ça a été négocié. Le président, le gouvernement a accepté. Donc, les députés ivoiriens, ils auront leur salaire de 500 000 francs de plus parce que le gouvernement a accepté. Mes frères et mes sœurs, les citoyens ivoiriens que nous sommes. Oui, le gouvernement a accepté, certes. Mais nous pouvons faire changer les choses. Nous pouvons changer les choses. On ne peut plus laisser faire. Trop, c'est trop.
On ne peut plus rester là comme ça, à regarder nos frères fuir la Côte d'Ivoire, partir en Libye, être des esclaves, mourir en mer, aller se coucher sur les côtes italiennes. Nous pouvons faire changer les choses. Pourquoi nous sommes arrivés à un tel désastre humanitaire, à un tel drame humanitaire? Parce qu'on a laissé faire. Parce que nos parents n'ont pas eu le temps ou étaient trop passionnés par leurs différents partis politiques. Ils n'ont pas eu l'intelligence suffisante pour poser les vrais problèmes des sociétés, pour faire avancer les choses, pour mener de vraies luttes sociales, pas des luttes politiques. Nos parents passaient leur temps à mener des luttes politiques. Donc, à se faire des guéguerres politiques. Ils n'ont pas mené de vraies réformes sociales. Ils n'ont pas mené de vraies luttes sociales pour transformer la société. C'est pour ça que les jeunes aujourd'hui payent les erreurs de nos parents qui ont passé leur temps à faire que des luttes politiques plutôt que de mener des vraies luttes sociales. Pas de son, je ne comprends pas. Quelqu'un n'a pas de son, je ne sais pas. Pas de son? Merci. Donc, c'est difficile. C'est difficile. Aujourd'hui, on peut faire avancer les choses. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, les citoyens que vous êtes, cette pétition, dès qu'elle est en ligne, signez-la. Signons tous cette pétition afin que le président de la République puisse prendre connaissance de ce qui ne va pas dans la société. Signez la pétition. C'est aider le chef de l'État à réussir son quinquennat. Signer la pétition, c'est aider l'État à réussir la cohésion sociale. Signer la pétition, c'est aider l'État à réussir le dialogue social. Parce que c'est ça notre rôle de citoyens. Accompagner l'État, peser sur nos gouvernants de façon intelligente, de façon citoyenne pour faire changer les choses. Proposer. On ne passe pas notre temps à critiquer, mais on doit proposer. On propose. Le président de la République, nous allons proposer. Il n'y a pas eu de vraie réforme sociale. C'est pour ça que les jeunes vont mourir en mer. Hier, aujourd'hui encore, en Italie, il y a 4 morts en Italie. Les migrants italiens, il y a 4 morts en Italie. Mes informations viennent de tomber. Tout à l'heure, il n'y a que 2 heures que l'information est tombée. Quelqu'un a tiré sur les migrants, les Noirs, les Africains en Italie. 4 morts en Italie. Ils ont tiré sur eux. À Calais, en France, ils se battent à Calais. Les Afghans, les passeurs afghans, qui ont tiré 22 blessés. 6 blessés graves par arme à feu. C'est-à-dire que des Afghans ont tiré sur des Noirs, des Érythréens, des Soudanais, des Éthiopiens. Ils ont tiré sur eux. Pourquoi? Parce que nos parents n'ont pas eu l'intelligence de mener des vraies luttes sociales pour faire avancer nos sociétés, pour faire avancer le vivre ensemble. Ils ont passé leur temps à mener que des luttes politiques. Ils ont mené que des luttes politiques. Qui va venir au pouvoir? Je soutiens X, je soutiens Y, je soutiens Z. S'il vient au pouvoir, je suis sûr d'avoir un poste ministériel. S'il vient au pouvoir, on va manger mieux. Personne n'a mené de vraies luttes sociales pour transformer la société, pour éduquer la société. Ici en France, nos frères ivoiriens qui vivent en France, combien d'entre vous qui touchent l'aide sociale de la France? Pourquoi l'aide sociale de la France, vous la touchez, pour ceux qui la touchent en France? Pourquoi? Parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont mené des luttes sociales pour transformer la société. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont dit non aux inégalités. Ce n'est pas possible. Distribuons mieux les richesses. Et qui ont fait des propositions. C'est la distribution des richesses qui permet à nos frères qui arrivent ici de bénéficier de l'aide sociale de la France. C'est la meilleure distribution des richesses qui permet à nos frères qui vivent en Europe de se soigner quand ils sont malades. C'est la meilleure distribution des richesses qui permet à nous immigrés, à nous noirs qui vivons en France, d'être pris en charge quand on est malade.
c'est parce qu'il y a eu des réformes sociales qui ont été menées par des hommes et des femmes. Parce qu'il y a eu de vraies réformes qui ont été menées par des hommes et des femmes qui ont fait fi de leur ambition, mais qui avaient une vraie vision de société. Si nos hommes politiques, si nos responsables politiques ont que des ambitions, pas des visions, nous les citoyens, nous devons, et c'est notre devoir d'avoir une vraie vision de société. Que voulons-nous pour la société ivoirienne? Cette vision de société, c'est de mener de vraies luttes sociales pour faire changer les choses. Pour que nos autorités, nos gouvernants nous écoutent et qu'ils prennent connaissance que le peuple a compris et que le peuple est là pour les aider à réussir aussi. C'est pour cela que je propose au président de la République de Côte d'Ivoire, au président Alassane Ouattara et à son gouvernement, que 2018, que l'Assemblée nationale vote une vraie réforme. C'est une volonté politique. La Côte d'Ivoire a les moyens, la Côte d'Ivoire a les possibilités de mener de vraies réformes sociales. Pour cela, il faut faire des économies. Il faut récupérer cet argent qui est gaspillé ici et là. Des ministères, des budgets de souveraineté, qui sert à quoi? Qui n'accompagnent pas la société, qui n'aident pas les pauvres. Plutôt que d'augmenter les salaires des députés, des chefs d'institutions, des ministres, il faut réduire les dépenses de l'État. Il faut réduire les budgets. Il faut réduire les budgets. Cet argent qui va être réduit va permettre de financer une réforme sociale, financer une aide sociale, de financer un revenu minimum solidaire. Un revenu minimum solidaire pour permettre à chaque jeune de Côte d'Ivoire de vivre dignement. Pour permettre à chaque famille de Côte d'Ivoire de vivre dignement et de sortir de la précarité. Pour permettre à chaque handicapé de Côte d'Ivoire de ne plus traîner à mendier dans les rues, mais de vivre dignement. Quand on est handicapé, on perd une grande partie de sa dignité. Si on doit mendier en plus du handicap, on ne se sent plus être humain, on se sent inutile. Cette réforme sociale, ce revenu minimum solidaire, permettra de relancer l'économie aussi. Parce que ceux qui vont recevoir ce revenu minimum vont consommer. C'est ceux-là qui consomment. C'est ceux-là qui consomment. Ça va permettre de distribuer mieux la richesse nationale. Notre pays a les moyens. La Banque mondiale le dit. La Côte d'Ivoire, le PIB de la Côte d'Ivoire permet à la Côte d'Ivoire de mieux distribuer la richesse nationale à chaque Ivoirien, chaque habitant de Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne le fait pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui empêche? Pourquoi? Parce qu'il y a une élite qui conserve la richesse, la moitié, plus de la moitié de la richesse, et qui ne veut pas la partager. Signons la pétition. Que le président sache que les citoyens que nous sommes prêts à accompagner l'État à réussir l'émergence, à accompagner la Côte d'Ivoire à réussir ce défi, à le relever. Notre pays, la Côte d'Ivoire, dans la sous-région, réussir cette réforme sociale, le revenu minimum de solidarité, permettra à la Côte d'Ivoire, dans la sous-région, d'être le pionnier de la politique humaine, solidaire, fraternelle et juste. Et juste. Nous pouvons le faire. Nous pouvons mener ces vraies réformes. C'est une question de volonté politique. Il faut une réelle volonté. C'est pour cela que je le dis et je le répète encore. Pour les personnes capables de me transférer une adresse électronique de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, de me transmettre cette adresse électronique afin de transmettre cette pétition au président de la République, qui prenne connaissance que les Ivoiriens que nous sommes, que les citoyens que nous sommes, nous voulons aider l'État. C'est notre devoir et c'est notre rôle d'aider, quel que soit l'État, nous devons aider l'État à réussir. À réussir. Quel que soit l'État, nous devons aider l'État à réussir. C'est notre devoir de citoyenneté. C'est pour notre bien-être et pour l'avenir de nos enfants. Quel que soit l'État.
quel que soit l'État. Mes amis, on m'a expliqué que les députés ont augmenté leur salaire parce que à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, les députés ivoiriens n'ont pas de secrétaire, n'ont pas de bureau. Il y a un budget. Il y a un budget qui est alloué à l'Assemblée nationale. Il y a un budget qui est alloué à l'Assemblée nationale. Nous demandons les comptes de ce budget. Ce budget qui est alloué à l'Assemblée nationale. Pourquoi un budget alloué à l'Assemblée nationale et que les députés sont payés à 2 millions de francs CFA, tandis que le pauvre Ivoirien, c'est-à-dire celui qui surveille, le maître chien, est payé à 30 000 francs CFA. Le maître chien est payé à 30 000 francs CFA. Qu'on nous explique que le budget de l'Assemblée nationale ne couvre pas les dépenses de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils font de ce budget à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'ils font de ce budget? Alors, c'est le pauvre qui va se sacrifier pour augmenter leur salaire. Ils sont plus aisés que toute la classe, tous les Ivoiriens. Pourquoi on devait augmenter encore à nouveau le salaire? Nous disons non. Nous disons non. Et notre non, c'est de signer la pétition pour que le chef de l'État, le président de la République, prenne connaissance que les citoyens ivoiriens que nous sommes, nous disons non à cette injustice sociale. Nous disons non parce que c'est une injustice sociale. Merci. Mauricio, merci. 2 665 000 francs CFA. 2 665 000 francs CFA. Que chaque député ivoirien coûte. C'est-à-dire qu'ils vivent en Afrique et ils veulent avoir le même salaire que les députés français. Ils vivent en Afrique, ils veulent avoir le même salaire qu'un député français. C'est-à-dire, ils veulent, oui, ils doivent avoir le même salaire qu'un député français. Mais attendez, diantre! Les députés français votent les lois pour qu'il y ait une réforme sociale. En France, il y a le RSA, il y a le RMI, il y a l'aide aux handicaps, aux handicapés, aux invalides. Il y a l'aide pour les personnes âgées. En France, une femme qui accouche, elle a droit à une aide en France. Mais les députés français méritent leur salaire. Vous méritez quoi? Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il n'y a aucune aide pour les pauvres. Les pauvres n'ont pas de sécurité sociale. Les pauvres ne peuvent pas se soigner. Les pauvres ne peuvent pas se nourrir. Les pauvres ne peuvent pas se loger. Mais c'est le rôle des députés de porter ce projet de loi, de défendre les pauvres à l'Assemblée nationale, plutôt que de nous défendre. Ils défendent leur baguette de pain. Signez cette pétition dès qu'elle est en ligne. Il faut que on ait un maximum de signatures pour faire changer les choses. Pour faire changer les choses. Une vraie réforme sociale. C'est aux députés ivoiriens de défendre les pauvres. Il n'y a personne pour nous défendre. Il n'y a personne pour défendre nos parents. Ils sont abandonnés. L'État s'est désengagé de sa responsabilité. L'État s'est désengagé de sa responsabilité. Sans compter les bons de carburant. Merci, Soumlas. Ils ont tous les avantages. Dans une société, vous gagnez 2 650 000, c'est plus de 4 000 euros. Mais et les autres? Et les autres? La richesse, il va falloir la redistribuer mieux pour que chaque citoyen ivoirien puisse vivre dignement. Puisse vivre dignement. Comme l'a dit dans l'article des droits de l'homme, chacun doit vivre dignement. La dignité humaine doit être respectée. Pour cela, il faut un engagement politique. Ils sont tous riches. Ils se promènent tous en France, en Europe. Ils font des magasins avec leurs femmes et leurs maîtresses. Ils n'ont pas le souci de l'autre. Ils n'ont pas le souci de l'autre. Il faut des vraies réformes au niveau des ministères. Il faut réduire les dépenses au niveau des ministères, de tous les ministères de Côte d'Ivoire. Un ministre ne peut pas gagner 10 millions de francs CFA. Un ministre ne peut pas gagner 10 millions de francs CFA. Il faut réduire les dépenses. Il faut réduire les dépenses.
pour financer cette réforme sociale. C'est un droit de chaque citoyen. C'est un droit de chaque citoyen. Ce revenu minimum n'est pas une récompense, n'est pas une récompense, mais c'est un droit de chaque citoyen. La Banque mondiale s'arlame pour dire il y a encore 935 000 pauvres de plus qu'en 2008. Il y a 935 000 pauvres de plus qu'en 2008. Donc c'est ce que la Banque mondiale dit. Elle le dit, la Banque mondiale. Que ça ne va pas, c'est pas normal. Ça veut dire la société va mal. Elle va mal, la société ivoirienne. Donc, c'est à nous, les citoyens, d'aider nos gouvernants, nos autorités, à réussir, à réparer là où ça ne va pas. À réparer là où ça ne va pas. C'est notre devoir de citoyenneté. C'est notre devoir de citoyenneté. Il faut une Côte d'Ivoire prospère. Pour une Côte d'Ivoire prospère, il faut réparer les inégalités. Au temps de Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation, en Côte d'Ivoire, les fonctionnaires ivoiriens, attendez, les fonctionnaires ivoiriens, il y avait une réforme sociale. Depuis Houphouët-Boigny, il n'y a plus de réforme sociale. Houphouët-Boigny, à l'époque, avait fait une réforme sociale où chaque fonctionnaire, chaque enfant de fonctionnaire touchait, je ne sais plus, 2500 francs CFA ou 5000 francs. Je n'ai pas je pense que c'était 2500 francs CFA. Aujourd'hui, 2500 francs CFA. C'était une réforme sociale sous Houphouët-Boigny. C'était pour les fonctionnaires. C'était une façon pour encourager les fonctionnaires. Parce que la Côte d'Ivoire n'avait pas suffisamment de fonctionnaires. On n'était pas. Donc, Houphouët avait besoin d'avoir beaucoup d'une élite ivoirienne qui va vraiment. Chaque enfant de fonctionnaire avait 2500 francs CFA. Et je peux vous dire que moi, en tant que mon père était fonctionnaire, j'ai bénéficié de ces 2500 francs CFA. Je me rappelle très bien. En tant qu'enfant de fonctionnaire, nous avons bénéficié de cette réforme sociale de Félix Houphouët-Boigny. Depuis la mort de Houphouët-Boigny, les réformes, il faut adapter les réformes à la société et aux besoins de la société. Les fonctionnaires qui ont déjà un salaire, qui ont parfois, très souvent, des logements de fonction. Les fonctionnaires qui ont un salaire et souvent qui ont des logements de fonction ont leurs enfants qui ont les enfants qui touchent une réforme, une aide sociale, 2500 francs par enfant. Mais aujourd'hui, et le pauvre, il touche quoi? Il touche rien. Il n'a rien. C'est-à-dire que celui qui n'a pas, les jeunes ivoiriens touchent absolument rien. Les étudiants, ils ont quoi? Ils ont rien. Dites-moi, une famille qui n'a pas de revenu minimum, qui n'a absolument rien, comment cette famille peut se nourrir et nourrir ses enfants? Comment cette famille peut mettre ses enfants à l'école? On me dit, l'école est gratuite. Je suis désolée, mais l'école n'est pas gratuite. L'école n'est pas gratuite. Dites-moi, donnez-moi le nom d'un établissement en Côte d'Ivoire où je peux prendre mon enfant, le déposer sans payer de fournitures, sans payer des kakis, où il va à l'école sans difficulté. Donnez-moi le nom de l'établissement. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas. L'établissement public, il n'y a pas. L'école n'est pas gratuite. Donc, il faut des réformes sociales. C'est-à-dire, il y a une réforme sociale. Elle est annoncée, elle est débattue, elle est discutée. Elle est annoncée. Tous les Ivoiriens sont informés. En Côte d'Ivoire, l'école, c'est-à-dire, cette réforme va permettre à chaque citoyen ivoirien, à chaque famille ivoirienne, de savoir que, à la fin, à chaque rentrée scolaire, pour les personnes pauvres, à chaque rentrée scolaire pour les personnes pauvres, ils ont un minimum de revenus. Ils savent qu'avec le minimum de revenus qu'ils ont, ils vont juste inscrire leurs enfants. Ou on fait une vraie réforme sociale qui est annoncée. Dans chaque école de Côte d'Ivoire, on donne les cahiers, on donne les stylos. Ici en Europe, l'école publique, l'éducation nationale, on ne paye pas les livres de mathématiques, on n'achète pas ça. On ne paye pas les livres de mathématiques. On ne paye pas des livres de français.
On ne paye pas les livres des grands-mères. On ne paye pas ça. C'est l'école qui donne ça aux enfants. Et à la fin de l'année, ces enfants redonnent ces livres-là couverts à l'école. Ce qui fait que ça fait une chaîne. Quand tu quittes le CP, tu laisses les livres des CP. Ceux qui arrivent, ils récupèrent les mêmes livres. Et ça se renouvelle. Parce qu'il y a une vraie réforme sociale. Faisons les vraies réformes sociales en Côte d'Ivoire. Pour que chaque Ivoirien sache que, à la rentrée, j'ai le minimum de revenus solidaires. Je peux acheter les stylos et la trousse. C'est juste la trousse avec le cartable de mon enfant. Je l'emmène à l'école. Les cahiers, les livres sont donnés par l'école. Ça, ce sont des réformes sociales. L'école publique, on nous dit que ce sont des fonctionnaires. Les fonctionnaires sont payés par l'État. Expliquez-moi pourquoi la famille doit aller payer l'inscription à l'école. Je ne sais pas pourquoi on paye l'inscription. On ne doit pas payer l'inscription à l'école. On ne doit pas payer l'inscription à l'école. C'est ça, on dit une école gratuite parce qu'il y a une vraie réforme. Il y a une vraie réforme. Il faut une vraie réforme sociale qui va être débattue, qui va être discutée et qui va être promulguée et que la population ivoirienne, dans son ensemble, sur tous les territoires ivoiriens, doit avoir l'information. Tous les Ivoiriens doivent être au même niveau d'information. Il n'y a pas de raison que ce soit un réseau entre clans, qu'une personne, une partie de la population ait l'information et que l'autre partie de la population n'ait pas l'information. Ça creuse des inégalités, des divisions, des frustrations et ça provoque des tensions et ça envoie la guerre. Notre pays vient de très très loin. La Côte d'Ivoire vient de très très loin. La Côte d'Ivoire vient de très très loin. La Côte d'Ivoire est comme un cycliste sur une crête. Si nous ne savons pas pédaler pour monter, pour arriver à l'émergence, la Côte d'Ivoire va chuter et nous allons redescendre très bas. Il faut de vraies réformes sociales. Il faut de vraies réformes sociales pour permettre aux familles de vivre dignement. Il n'y a pas de raison que la richesse nationale soit détenue par une élite et que le reste de la population ne bénéficie pas de cette richesse. C'est pour ça que j'alerte le président de la République, le chef de l'État, qui a certes une vraie volonté de faire avancer les choses, qui a une vraie volonté de faire avancer la Côte d'Ivoire, qui a un vrai projet, mais malheureusement, le président de la République est pris en otage. Le président de la République est pris en otage par des alliances par-ci et là, par des arrangements par-ci et là. Et par moments, il est bloqué, il est coincé. Il ne sait pas comment mener ses vraies réformes. Le président de la République est pris en otage. Et c'est nous les citoyens, c'est nous les citoyens, c'est nous qui devons le libérer de cet otage. De dire, monsieur le président, nous sommes des citoyens ivoiriens. Nous voulons vous aider à réussir. Nous avons des propositions. Nous pouvons faire avancer les choses. Notre pays doit réussir la réconciliation. Notre pays doit réussir la paix. Notre pays doit réussir la cohésion sociale. Et nous sommes disposés, disponibles à vous accompagner, à vous aider à réussir cette paix sociale, à réussir cette réconciliation, afin de préparer l'avenir des générations futures. Nous ne pouvons pas laisser une Côte d'Ivoire en guerre avec des tensions à une génération future. Ce n'est pas possible et ce n'est pas notre responsabilité de laisser une Côte d'Ivoire chaude à nos enfants. Merci mon frère. Oui, nous sommes victimes du népotisme. C'est vrai. Et donc, cette réforme, elle est importante. Le revenu minimum de solidarité. La Côte d'Ivoire a les moyens. Nous pouvons réussir. Nous pouvons mener cette réforme. Nous pouvons la mettre en place. Et nous pouvons la voter. Et c'est une question de volonté politique. Volonté politique. Comme je l'ai dit, par rapport aux maisons, aux logements sociaux. Aujourd'hui, les logements sociaux, ce n'est pas les pauvres qui ont bénéficié des logements sociaux. Ces logements sociaux qui sont passés à 5 000 francs, à 5 millions de francs CFA, ont été revendus. C'est-à-dire, cette même élite, cette classe riche, bourgeoise, aisée, s'est accaparée de ces logements sociaux. Ils sont allés acheter, comme ils ont les moyens, les 5 millions, ils ont payé, une personne peut payer. Même il y a des députés ivoiriens qui ont acheté ces logements sociaux parce qu'il n'y a pas de traçabilité.
Parce qu'il n'y a pas de contrôle. S'il y avait un vrai contrôle, on allait attraper ceux qui ont bénéficié vraiment de ces logements sociaux. Il y a des députés qui ont acheté ces logements sociaux alors qu'ils ne devaient pas bénéficier de ces logements sociaux. Il y a des ministres qui ont acheté des logements sociaux alors qu'ils ne devaient pas bénéficier de ces logements sociaux. On dit logement social pour aider les pauvres. Dites-moi pourquoi le député a acheté ces logements sociaux. Quels sont les critères? Quels sont les critères d'attribution? C'est-à-dire, eux, ils ont les moyens, ils se sont accaparés, ils sont allés acheter des logements. Ils ont payé 5, 10 logements. Maintenant, ils remettent ça en location pour gagner de l'argent. Et le pauvre dans tout ça. Mais les enfants, la jeunesse ivoirienne vit sur un seuil de pauvreté très bas. Ils sont obligés, ils se débrouillent avec les cabines téléphoniques, ils économisent, ils mangent du riz blanc. Un repas par jour, que du riz blanc. Et puis ils se disent, peut-être que si on va en Europe, là-bas au moins, ils ont des réformes sociales. En Europe, là-bas au moins, ils pensent à l'être humain. Là-bas au moins, ils sont plus humains que nos parents qui sont avec nous. Alors ces jeunes, malheureusement, espèrent avoir l'humanité ailleurs. L'Afrique est berceau de l'humanité. La jeunesse ivoirienne qui est malheureuse, qui est désœuvrée, qui est perdue, qui n'a plus de repères, qui n'a pas de visibilité, qui n'a plus de vision, qui ne croit plus en rien, ni à l'avenir, qui ne croit pas à l'espérance dans son propre pays, fuit la misère et va chercher l'espérance ailleurs, va chercher l'humanité ailleurs. Et ces jeunes sont des milliers et des milliers à mourir en mer. Parce qu'on n'a pas été capable de les prendre en charge. On n'est pas capable de mettre des vraies réformes pour les aider. Aujourd'hui, au large de l'Italie, vous avez, en 2016, les statistiques, en 2016, il y a eu 12 400 Ivoiriens, des migrants illégaux. Au large de l'Italie, en 2016, il y a eu 12 400 Ivoiriens qui ont fui la Côte d'Ivoire, qui sont passés à la nage. Mais combien sont restés dans l'océan? Parce qu'en 2016, il y a eu 12 400 Ivoiriens. En 2016, au large, aux portes de l'Italie. Ça, c'est en 2016. Et là, les signaux, c'est-à-dire, ils nous disent que ça a doublé. C'est-à-dire, de 12 400 Ivoiriens, on dit que ça a doublé. Ça a doublé, ça a même triplé. À tel point que la Côte d'Ivoire est devenue la 4e nationalité aux portes de l'Italie, sur l'océan. La 4e nationalité en matière de migrants, de l'immigration. En matière de migrants, la Côte d'Ivoire est devenue la 4e nationalité. C'est-à-dire l'océan, la Méditerranée est devenue le cimetière de la jeunesse ivoirienne. Parce qu'on n'est pas capable de faire le sacrifice, le don de soi, pour pouvoir faire des vraies réformes, de faire des sacrifices pour réduire les dépenses et pour faire des vraies réformes, pour aider cette jeunesse. C'est pour ça qu'elle va mourir. Elle va chercher l'espérance, elle va chercher la chaleur humaine, elle va chercher l'aide ailleurs. Parce que nous ne sommes pas capables de leur apporter l'aide qu'il faut. Et il est temps, il est plus que jamais urgent d'apporter l'aide nécessaire à la jeunesse ivoirienne. Parce que prendre en compte la jeunesse ivoirienne, c'est préparer le commun de demain. Faire un revenu minimum de solidarité pour aider les jeunes, les personnes handicapées et les familles pauvres, c'est préparer le commun de demain, le meilleur de demain. Le meilleur de demain. Parce que eux qui vont bénéficier de ces revenus resteront à s'organiser. Ils seront demain des entrepreneurs. Ils vont pouvoir économiser, se reconstruire. Ils vont consommer. Ils vont faire tourner l'économie. L'économie sociale. C'est pour ça, cette pétition, elle est importante et il faut vraiment la signer. Mes amis, pour conclure et terminer rapidement sur l'actualité qui a secoué notre pays, la Côte d'Ivoire, je vais juste terminer avec vous dire d'abord aussi, n'oubliez pas de signer cette pétition. Publiez-la, signez-la, partagez cette pétition. Dès qu'elle est mise en ligne, envoyez-moi votre adresse mail
Je vous enverrai la pétition par mail. Mettez-la en ligne, publiez-la, signez-la pour qu'il y en ait un maximum de signatures. Je vais terminer toujours sur les lois et sur l'importance de l'Assemblée nationale. Dans toujours mes discours, je le dis et je le redis, je le répète. Les lois se votent à l'Assemblée nationale. Les lois se discutent à l'Assemblée nationale. C'est là-bas que tout se passe. C'est ceux-là qui doivent porter le projet des sociétés au sein de l'hémicycle, discuter, en débattre, pour pouvoir voter, afin d'accompagner le gouvernement à réussir la bonne gouvernance. Si à l'Assemblée nationale, on ne respecte pas les lois, si à l'Assemblée nationale, on ne discute pas des lois, si à l'Assemblée nationale, eux-mêmes ne savent pas à quoi ils servent, on a un problème dans la société ivoirienne. On a un problème dans la société ivoirienne. Et je pense que 2020 est déterminant. Et les élections à venir pour les régionales et les municipales, c'est très important. Les législatives à venir, c'est déterminant. Il faut que les citoyens comprennent ce que c'est que leur rôle dans la société, leur rôle de citoyenneté. J'ai vu, pour en finir rapidement, j'ai vu sur les réseaux sociaux comme vous, et j'ai été même alertée. On a un frère qui m'a appelé des États-Unis pour me dire, Madame Naounou, on voudrait avoir votre avis sur ce qui s'est passé avec un certain député qui s'appelle Yatouré. C'est ça, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il doit s'appeler Yatouré. Un député ivoirien qui a giflé, qui a agressé, qui a battu une femme. Un député ivoirien qui a battu une femme qui s'appelle Yatouré. Ce député Yatouré, qui a frappé cette femme policière. Je ne connais pas les contours, les contextes de cette agression. Mais tout d'abord, ma grande sœur Mado, je t'embrasse très très fort, merci. Bisous à toi. Bisous à toi. Et je voudrais vraiment dire, je condamne fermement cette agression. Je condamne Yatouré, merci, merci, Kouao, merci. Je condamne fermement. Mais avec une colère, l'acte qu'a posé ce député, quelles que soient les causes, que la jeune policière l'ait insulté, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tant qu'un élu de la République, en tant que représentant des lois, ce député n'avait aucun droit et ne devait jamais lever la main sur un homme, à plus forte raison sur une femme. Quels que soient les motifs, les raisons qui le motivaient, ce député ne devrait pas lever la main sur un citoyen. Il est le représentant du peuple. Alors si un député qui représente le peuple, de surcroît, encore pire, il est de ma région, alors là, je peux vous dire, ma colère elle est immense. Il est de Dieucoué. Il est de chez ma mère. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est qui ce député qui a osé lever la main sur une femme? Qui a levé la main sur une femme? Dans nos sociétés, la société africaine particulièrement, où la femme est comme un objet, où les hommes pensent avoir tout pouvoir sur une femme. Ils battent, on voit les vidéos qui circulent partout, où on voit des hommes qui viennent battre les femmes. Moi, je ne suis pas une féministe. Je le dis d'avance, je ne suis pas une féministe. Il ne faut pas que les gens pensent que je suis une féministe. Parce que le terme féministe, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je n'aime pas entendre ça. Je suis une femme. Voilà. Je suis une femme africaine. Je ne suis pas une féministe, je suis une femme. Parce que je ne vais pas appartenir à un groupe de femmes pour réclamer que je suis une femme. Moi, Naounou Gouza, je suis une femme africaine. Mais dans nos sociétés, on voit des hommes qui pensent avoir le droit sur une femme, battre la femme quand ils ont envie, quand ils sont en colère. Ils pensent que la femme est un objet. Et voir un élu de la République, un représentant des lois, lever la main sur une femme, c'est scandaleux.
C'est petit. C'est irresponsable. C'est irresponsable. J'aimerais voir ce député en face et lui poser cette question suivante. Quel plaisir ce député prendra de voir un homme battre sa propre mère? Parce que la femme, c'est une mère. La femme, c'est une mère. Quel plaisir ce député prendra à voir un autre homme battre sa mère? De quel droit il s'octroie de donner une claque à une femme qui est en exercice de ses fonctions? Il est élu de la République. S'il connaissait son rôle, s'il connaissait sa mission en tant qu'élu de la République, il serait allé à l'Assemblée nationale. S'il y avait un débat parlementaire, c'est de ça que je parle tout le temps. S'il y avait un débat parlementaire, il serait allé à l'Assemblée nationale pour faire un amendement, pour dire dans nos sociétés, les agents de police se comportent très mal. C'est comme ça qu'on fait changer les choses. Quand on est représentant de la loi, on est représentant du peuple et qu'on siège à l'Assemblée nationale, son devoir, c'était de partir à l'hémicycle et de faire un amendement pour parler des problèmes de société. Parce que dans la société ivoirienne, africaine malheureusement, il y a certains agents de police ou certains agents des forces de l'ordre qui abusent de leur tenue. Mais lui, en tant que député, il devait amener cette affaire à l'Assemblée nationale pour dire, il faut un débat parlementaire. Ça ne va pas dans la société. Moi-même, en tant que député, j'ai été agressé par un agent de police. Il serait la preuve palpable du comportement de certains agents dans la société. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il s'est levé gaillardement, comme un petit homme. C'est un petit homme. Pensant que lever la main sur une femme fait de lui un grand homme. Mais ce mec est petit d'esprit. Il est petit. Parce que si c'était un homme, il n'aurait jamais giflé. Il est sûr qu'il peut gifler un homme policier. Ce Yatouré là. Il est sûr qu'il peut gifler un homme policier. Il n'a pas les couilles. Oui, monsieur, je peux vous le dire comme ça. Vous n'avez pas les coucouilles devant un homme. C'est devant une femme. Vous avez les poils de votre coucouille qui sont dressés et vous foutez une baffe à une femme. C'est scandaleux. J'aurais bien voulu avoir un communiqué de l'Assemblée nationale. Dénoncer le comportement de ce député. Non. Non. Avoir un communiqué de l'Assemblée nationale. Dénoncer le comportement des députés. Et tous les députés de Côte d'Ivoire disent qu'on n'est pas d'accord, on condamne l'acte qu'a posé notre confrère ou notre frère député. Je n'ai pas eu de communiqué encore de ces quelques femmes qui siègent à l'Assemblée nationale. Elles sont restées bouche bée comme des carpes. Si c'est pour siéger entre cette brochette de machos et ne pas être capable de se lever pour défendre la femme, c'est quand même triste et dommage pour ces quelques femmes qui sont à l'Assemblée nationale. Elles n'ont pas l'image des femmes ivoiriennes. C'était à elles de défendre cette femme. Quel que soit le motif, elles devaient défendre. Elles devaient dénoncer et condamner le comportement de ce député. Quel que soit le motif. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire devait condamner le comportement de ce député. Ce qui m'a énervé, m'a mis encore plus en colère. C'est quand j'ai vu le communiqué d'un certain communicant du président de l'Assemblée nationale. Il estime que la femme policière aurait tenu des propos un peu du style xénophobe, des propos xénophobes. Je vais dire au président de l'Assemblée nationale et à ses communicants et à ses attachés parlementaires ou à ses conseillers. Il ne faut pas se foutre des Ivoiriens, il faut arrêter. Il faut arrêter de se foutre des Ivoiriens. Il faut vraiment que ça s'arrête. Arrêtez de vous foutre des Ivoiriens. Jusque-là, je ne me suis jamais adressé directement au président de l'Assemblée nationale. Mais je pense qu'il commence à en faire trop.
Lui et ses conseillers et ses attachés parlementaires et ses intellectuels, ils commencent à en faire trop. Il faut arrêter de vous foutre des Ivoiriens. Sur le pont, on vous avait dit que vous n'étiez pas Ivoirien, que votre nom Soro faisait un peu, parce que ça ne faisait pas Ivoirien. Ça a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Vous êtes président de l'Assemblée nationale. Vous avez été Premier ministre. Et vous êtes président de l'Assemblée nationale. Votre député, un parlementaire, gifle une femme. C'est votre conseiller qui va nous, en communication, qui va nous sortir des âneries pareilles. Pour nous dire que quoi? Que cette femme députée, cette femme policière, a tenu des propos xénophobes. Mais cette soupe, on ne la boit plus. Hein. Stop, il faut que ça s'arrête. Hein. Il faut que vous arrêtiez cette comédie-là. Hein. Les Ivoiriens en ont marre. Il faut que vous arrêtiez votre comédie. Cette forme de communication ne passe plus dans la société ivoirienne. Là, c'est bon. On a soupé, on en a marre, ça suffit. Ce style de communication de dire oui, parce que M. Yatouré, et il s'appelle Yatouré, que la femme policière l'a giflé, l'a insulté, ou je n'en sais rien. Alors là, stop, il y en a marre. Il y en a marre, il y en a ras-le-bol. Il faut que ça s'arrête. Yatouré est député de Diokwe. Voilà. Il s'appelle Yatouré, mais il est député de Diokwe. Ça n'a pas empêché d'être député de Diokwe. Alors ne venez pas nous sortir ce genre de slogan à 2 balles. Ça ne marche plus. Les Ivoiriens en ont marre. On a soupé, on n'en veut plus. C'est bon. C'est bon. Là, c'est bon. Je suis devenu rebelle parce qu'on m'a dit je suis du Nord. Ok. Ok. Vous avez été Premier ministre, vous êtes président de l'Assemblée nationale. Votre chargé de communication va nous expliquer quoi? Que M. Yatouré s'appelle Yatouré. C'est pour ça que la femme policière l'a insulté. Hop. Stop. Hein. Stop. Hein. Ça, c'est trop. Et je pense que ce communicant du président de l'Assemblée nationale est tout simplement nul. Est tout simplement nul. Il est nul, il est zéro. Parce que ce genre de comédie-là, ça ne passe plus dans la société ivoirienne. Ça nous a envoyé la guerre. On n'a pas encore digéré. Les plaies sont là. Les cicatrices sont pas refermées. Ne venez pas nous enquiquiner avec cette slogan à 2 balles. Ça, c'est bon. Ça ne marche pas. Le député Yatouré a commis un acte qui est scandaleux, qui est détestable. Il faut condamner son comportement. Et il ne faut pas chercher à justifier son comportement. Il est élu de la République. Il est représentant du peuple. Il représente le peuple de Diokwe. Il représente le peuple de Diokwe. Yatouré, c'est le fils de Awa Touré de Diokwe. Yatouré, c'est le fils de Awa Touré de Diokwe. Et la nièce de Awa Touré de Diokwe, elle est aussi députée à Diokwe. Il s'appelle bien Touré. Ça ne l'a pas empêché d'être député de Diokwe. Alors c'est quoi son slogan à 2 balles qui va nous sortir là? Pour nous dire que quoi? C'est parce qu'il s'appelle Yatouré que la femme a été insolente avec lui? Mais est-ce que son nom Yatouré l'a empêché d'être député à Diokwe? S'il vous plaît, les Ivoiriens en ont assez de ce genre de choses. On a assez payé comme ça. On a assez souffert comme ça. On n'a plus envie de souffrir. On a envie de construire. Ce député a eu un comportement qui est détestable, qui est dégueulasse, qu'il faut condamner fermement. Il n'a pas à lever la main sur une femme. Je ne suis pas sûr qu'il soit content qu'un autre homme lève la main sur son épouse à lui. Alors il n'a pas à lever la main sur notre femme. Et les femmes ivoiriennes ne sont pas là pour être battues dans la rue par des députés. Je l'ai toujours dit et je le répète. La troupe est à l'image du chef. C'est une théorie qui date de l'Antiquité. Si le président de l'Assemblée nationale est arrogant, les députés vont suivre son comportement. La troupe est à l'image du chef. Et je le dis, je le répète. Il faut que ça s'arrête. Et qu'on n'est plus là pour digérer ce genre de comportement. On veut faire avancer la Côte d'Ivoire. On a assez payé, on a assez souffert. On ne veut plus de ça. On ne veut plus de guerre dans notre pays. Donc, ces petits manigances-là, stop, ça suffit. Yatouré a eu un comportement qui est détestable, qui est dégueulasse, et que je condamne fermement. Je condamne parce que j'estime qu'il n'a pas levé la main en tant qu'élu de la République sur un agent qui en exercice de ses fonctions, donc qui est un agent aussi de la République. Si il lève la main aussi facilement sur un agent de l'État,
s'il lève aussi facilement la main sur un agent de l'État, ça voudrait dire que c'est son habitude. Il ne se gêne pas à le faire, même avec ses bonnes, avec ses gardiens, avec ses ouvriers. Et c'est condamnable. Je condamne fermement ce comportement qui est un peu barbare et archaïque. Son comportement est archaïque. Mes amis, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Merci à tous, merci à tout le monde, à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à vous, merci à tout le monde. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, ce projet de revenu minimum solidaire, cette pétition, c'est votre projet à vous, c'est le projet de tous les Ivoiriens. Pensez à ceux qui souffrent, pensons aux pauvres, pensons à cette jeunesse qui traverse l'océan en quête de trouver un réconfort ailleurs. Pensons à tous ceux-là. Brigitte Bidi, bisous à toi, merci. Merci à tous, merci à tout le monde. Pensons à ceux qui souffrent, à cette jeunesse ivoirienne. Pensons à l'avenir de demain. Pensons à la Côte d'Ivoire de demain. Signer la pétition, c'est aider aussi nos autorités à réussir là où ça ne marche pas. Signer la pétition, c'est faire remonter l'information jusqu'au chef de l'État. Parce qu'il y a des barrières, il y a des gens qui empêchent que le président de la République puisse avoir l'information. Cette pétition arrivera au chef de l'État parce qu'elle ira très loin. Elle ira au niveau des institutions. Et le président de la République aura l'information juste qu'il faut. Merci à tout le monde. Merci à tous. Je vous embrasse. Bon week-end. Bon week-end à tous. Bisous. Bisous, bye bye. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.